Vous évoquiez l'Italie, justement, l'Italie qui a des résultats. Eh bien, on va continuer à en parler avec vous, Éric Tegner, puisque nous allons évoquer le bilan migratoire de 2024, alors de ce qui a fonctionné, bien évidemment, mais également des défis à venir. Et hier, eh bien, nous étions donc le 1er janvier 2025, une actualité européenne qui est peut-être passée sous les radars, l'intégration définitive de la Bulgarie dans l'espace Schengen, Éric. Oui, en effet, hier, la Bulgarie a intégré définitivement l'espace Schengen, et c'est très intéressant à double titre. D'abord parce que ce pays, qui est un ancien satellite de l'ex-URSS, il est vraiment situé aux confins de l'Union européenne. Il est juste à la frontière turque, où on le sait, il y a des millions de migrants, notamment syriens aujourd'hui, qui sont tenus par le gouvernement d'Erdogan, notamment depuis un accord entre l'Union européenne et la Turquie en 2016, lors duquel nous avons déjà dépensé près de 10 milliards. Donc ils sont à la frontière de l'Union européenne. Le deuxième élément, c'est que le gouvernement au pouvoir en Bulgarie, eh bien, même s'il passe un petit peu sous les radars de ces associations de gauche et humanitaires, il a une politique plutôt dure vis-à-vis de l'immigration illégale. Il est assez comparable finalement à ce qu'on a pu vivre avec Viktor Orban en Hongrie. Alors pour pouvoir justement être accepté au sein de l'espace Schengen, l'année dernière, la Bulgarie, elle a mis les bouchées doubles justement pour contrôler les frontières de l'Union européenne, ce qui a provoqué une chute des entrées irrégulières dans la route des Balkans de près de 80%. C'est là où il y a eu le plus justement de baisse et le plus de résultats. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est absolument pas dû ni à Frontex, ni à l'aide d'Ursula von der Leyen. Moi-même, je m'étais rendu au mois de décembre pour un reportage sur place, et c'est ce que j'ai pu constater, c'est que la police bulgare là-bas, elle procède à ce que justement certaines ONG appellent les pushbacks. Alors il faut expliquer cela. Oui. Dans les règles en fait de l'Union européenne, dans les règles un petit peu de tous ceux qui sont chez Frontex aujourd'hui, vous savez, ces défenseurs de droits, finalement tout ce qui est un peu assimilé à un contrôle des frontières aujourd'hui peut être appelé un pushback. Par exemple, ils vont considérer que les policiers français à la frontière de Menton et de Vintimille, eh bien, ils procèdent à des pushbacks, tout comme les Hongrois, justement, à la frontière serbe. Et donc, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, et c'est ce qui permet véritablement d'avoir des résultats. Alors, comment ça fonctionne très concrètement là-bas ? Les policiers bulgares, ils ont deux outils à leur disposition. D'abord, lorsqu'il y a des franchissements de migrants, il y a beaucoup également de Marocains, il faut savoir qu'ils viennent par là, ça semble assez étonnant, mais souvent ce sont les délinquants ou ceux qui ont été condamnés au Maroc qui choisissent de faire le tour parce que c'est beaucoup plus facile pour eux sans visa. Ils arrivent à Istanbul et ensuite ils n'ont plus qu'à passer justement par la Bulgarie, ce qui explique que les policiers bulgares, ils sont armés et donc ils utilisent des armes non létales. C'est important de le souligner parce que certaines associations disent que ce sont des armes létales, que du coup ça peut aller contre justement la vie de ces migrants. Non, c'est faux, mais ils ont des armes non létales aujourd'hui et donc ils protègent tout simplement les frontières. Le deuxième élément à la disposition des policiers bulgares, c'est qu'ils font des refoulements. Je m'explique. Le soir, lorsqu'ils vont arrêter par exemple des migrants qui vont traverser cette frontière, ce qui est déjà compliqué parce que ce sont des zones avec de larges forêts, ils vont les ramener au petit matin, à l'aube, dans des camions bâchés, et ils vont les envoyer de l'autre côté, du côté de la frontière turque, pendant les changements de garde. Les Turcs, il faut le dire, sont assez complices de la situation, parce qu'ils savent que c'est l'unique façon, finalement, de véritablement contrôler. Parce qu'on le sait, le droit européen, le problème, c'est que dès que vous mettez le pied, justement, sur le sol européen, c'est impossible ensuite d'être envoyé. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est intéressant, c'est que Frontex, on dit qu'ils sont très présents, de plus en plus présents en Bulgarie, mais ils ne voient jamais d'interception des migrants. Pourquoi ? Parce que les policiers bulgares, lorsque le matin, ils sont au courant qu'il va y avoir des traversées de migrants à tel endroit, eh bien, ils vont dire aux policiers de Frontex d'aller à tel autre. Parce qu'ils ont compris une chose, c'est que Frontex, aujourd'hui, c'est bien plus là pour être une sorte de garde d'accueil un petit peu des migrants. Ils sont là pour contrôler que les droits humains sont vérifiés, alors que les Bulgares, finalement, n'ont absolument pas besoin d'eux. Donc, c'est intéressant parce que l'intégration de ce type de pays dans Schengen, si ça peut poser des problèmes économiques ou sociaux, en revanche, c'est intéressant pour le contrôle des frontières et ça montre aussi une certaine hypocrisie des dirigeants européens qui savent très bien que notre droit n'est pas adapté pour contrôler les frontières. Alors cette information qui vient de nous parvenir, vous allez voir, et qui fait écho à votre édito, un nombre record de 46 843 migrants irréguliers sont arrivés aux îles Canaries en 2024. Voilà ce qu'on vient d'apprendre et justement, malgré quelques critiques à son arrivée, Giorgia Meloni a l'air d'avoir finalement endigué une grande partie de l'immigration illégale, à la différence des îles Canaries, justement, qui sont sous contrôle, rappelons-le, des socialistes espagnols.
espagnols. Oui, c'est passionnant de comparer les deux éléments. Alors c'est simple, en 2024, Giorgia Meloni, les chiffres ont été publiés effectivement très récemment, elle a réduit de 60% l'immigration illégale sur son territoire par rapport à l'année précédente. Et dans le même temps, elle a augmenté le nombre d'expulsions de 16%. Et pourquoi elle a réussi à obtenir des résultats ? Parce que justement, c'est suite à une période de négociation avec des pays comme la Tunisie ou encore comme la Libye. Alors on le sait, en 2023, il y avait plutôt eu des ratés parce qu'à ce moment-là, il y avait eu 113 000 clandestins qui étaient rentrés justement en Italie, alors qu'il n'y en avait entre guillemets que 55 000 en 2022. Mais cette fois-ci, il y a véritablement des résultats au rendez-vous. Je vais vous donner quelques exemples. Oui. Par exemple, dans le cadre des négociations avec l'Algérie. C'est intéressant parce qu'on voit à quel point la France, qui a pourtant essayé pendant 7 ans de négocier avec les Algériens, n'a obtenu aucun résultat. Giorgia Meloni, elle en a eu. Par exemple, elle a fait construire une immense usine Fiat en Algérie et entre contrepartie, justement, elle leur a fait signer un accord qui renforce la coopération sécuritaire avec une lutte contre le trafic de stupéfiants, contre la migration clandestine ou encore contre la traite des êtres humains. Et donc ça, c'est un aspect important. Le deuxième, du côté de Giorgia Meloni, c'est qu'elle a lutté contre les ONG. Et là-dessus, c'était intéressant. C'était le 13 décembre dernier. Il y a justement l'association MSF, Médecins sans frontières, qui a annoncé que son bateau, Geo Barents, c'est un peu l'équivalent du SOS de Ocean Viking pour SOS Méditerranée, c'est Geo Barents, qui est justement dans la mer Méditerranée depuis 2021, qu'ils arrêtaient de l'utiliser parce que le gouvernement Meloni, en fait, ne leur permet pas de faire le travail. Donc c'est intéressant de reprendre un petit peu l'argumentaire de cette association contre Meloni. Ça permet de voir un petit peu quels étaient ces bons résultats. Ils disent qu'ils ont fait l'objet de 4 sanctions de la part des autorités italiennes, imposant un total de 160 jours d'immobilisation au port de leur bateau. Ce sont des sanctions. Ils disent que ça vient du décret justement Piantedosi, qui a été mis en place par le gouvernement italien en 2023 et qui a été renforcé encore une fois, au mois de décembre dernier. Et donc, c'est simple, ce décret, il permettait justement de faciliter et d'accélérer la confiscation de ces fameux navires. Il y a un autre élément aussi, c'est que Giorgia Meloni, elle a mis en place le fait, par exemple, d'interdire à un bateau d'ONG d'aller faire plus d'un secours en mer. Lorsqu'ils vont secourir des migrants, ils vont devoir tout de suite rentrer dans un port italien. Et cette fois-ci, c'est le gouvernement italien qui leur assigne justement un port. Alors, je vais vous prendre un cas concret qui s'était passé en juin 2023. Les autorités italiennes, à ce moment-là, avaient demandé au Geo Barents, qui peut accueillir quand même 600 personnes à son bord, de rentrer à la Spezia, c'est un port au nord de l'Italie, alors qu'ils avaient fait un premier secours de 13 migrants. Donc ça a justement prolongé ce trajet de près de 1000 km. Ça leur coûte bien plus cher et donc ça empêche ces ONG de faire le travail. Et de l'autre côté, vous le disiez, les Canaries, c'est une augmentation exponentielle avec un gouvernement socialiste espagnol qui en plus a fait passer une loi en novembre dernier qui permet des régularisations massives parce que pour le coup, eux, ils considèrent que face au vieillissement du continent européen, eh bien, ils ont besoin d'une certaine immigration. Alors, on a baisse des entrées irrégulières sur certains axes migratoires, vous venez de le démontrer, explosion de l'autre. Alors, quels sont les défis à venir? Je vous propose de marquer une très courte... Alors, on a baisse des entrées irrégulières sur certains axes migratoires, vous venez de le démontrer, explosion de l'autre. Alors, quels sont les défis à venir? Je vous propose de marquer une très courte pause. Puis bien, vous nous expliquerez tout cela dans un instant. Mon cher Eric, restez avec nous, puisque nous allons également nous intéresser au sort des femmes afghanes. Là encore, on en parle assez peu, et leur quotidien est absolument atroce. Restez avec nous face à l'info. Ça se poursuit. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Face à l'info, nous prenons de la hauteur donc sur l'actualité pour vous accompagner ce soir. Judith Vintraube, Gabriel Cluzel, Mathieu Bocoté et Éric Tegner. Alors si vous nous rejoignez, nous parlions du bilan migratoire 2024 avec vous, mon cher Éric. Et dans votre démonstration, nous avons vu qu'il y avait la baisse des entrées irrégulières sur certains axes migratoires, explosion de l'autre. Alors, pour 2025, quels sont les défis à venir finalement? Alors les défis, ils sont nombreux. D'abord, il y a un défi du droit européen. On l'a vu par exemple avec l'échec du projet italien d'externalisation et une demande de droit d'asile. Qu'est-ce qu'ils avaient fait l'année dernière? Ils ont négocié un accord avec l'Albanie pour pouvoir construire justement des centres d'accueil des migrants parce que du coup, lorsqu'ils vont aller sauver des migrants en mer, ils vont prendre les majeurs et ils vont les amener dans ce centre. Ça permettait justement deux choses. D'abord de désengorger les centres
centre d'accueil italien, ce qui d'ailleurs étonnamment était demandé de la part des ONG pro-migrants. Et deuxièmement, de traiter jusqu'à 28 000 demandes de droit d'asile. Mais évidemment, les juges italiens ont saisi le droit européen et donc ce projet aujourd'hui, il est bloqué. Moi, j'étais au port de Gengin au mois de décembre. Je peux vous assurer, il est complètement vide, justement, ce centre. Et tout le monde est rentré en Italie. Donc, c'est la problématique aujourd'hui de ces solutions innovantes. On sait que le droit européen peut les empêcher. Le deuxième élément, c'est que si d'un côté, une partie de la solution semble être la négociation avec les pays tiers, on le voit avec Giorgia Meloni ou on le voit encore avec la Turquie d'Erdogan, il faut faire attention parce que ça risque de nous mettre dans la main justement de ces pays. Par exemple, on avait tenté les négociations avec la Mauritanie et le Sénégal pour les Canaries et pourtant ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des problématiques de corruption et parce que c'est devenu un outil géopolitique, on l'a vu avec Erdogan. Et donc si de l'autre côté on n'est pas capable de construire aussi une Europe forteresse justement pour être capable de bloquer ces arrivées de migrants si à un moment ces alliés d'aujourd'hui deviennent les adversaires ou les ennemis de demain, eh bien on risque une nouvelle submersion. Encore une fois, il y a des millions de migrants, notamment syriens, en Turquie qui attendent dans des camps ou dans certaines banlieues. Le troisième élément, ce sont les ONG qui sont encore très présentes, on le sait, aux Canaries. Ils font une partie de ces missions régaliennes qui leur ont été données par l'État. Et surtout, on le voit aussi de plus en plus. Chaque année, il y a un problème d'expulsion et de renvoi. On le connaît avec les OQTF en France. Je vais vous donner un chiffre. Si en 2023, il y avait 385 000 migrants qui étaient rentrés illégalement dans l'Union européenne, il n'y avait eu que 145 000 expulsions effectives. Donc c'est extrêmement faible aujourd'hui. Et le dernier point pour conclure, pour un petit peu aussi modérer ce qui a été dit sur Giorgia Meloni, c'est qu'il ne faudrait pas qu'une certaine baisse de l'immigration irrégulière en Europe, c'est 40% cette année selon Frontex, devienne finalement soit compensée de l'autre côté par une augmentation de l'immigration légale. On a vu avec Giorgia Meloni qui a ouvert la voie justement à ce qu'il y ait 450 000 nouveaux titres de visa sur les métiers en tension en Italie.